Alors je vais faire l'appel. Thierry Gaëtan, Humbert Audrey, Dalvigo Jean-Christophe, Galibert Almi, Thierry Philippe, Garcia Josepha, Grêle Marcel, Jiménez Silva, Nicolas Mouma, Hélène Marie-Hélène, Abbas Sérapé, Munoz Dominique, Archemont Nicolas, Galabou Munoz Samy, Bouffinière Boudé Manuel, Paul Roger, Carizo Vanessa, Laurent David, Agnès Delphine, Boudjema Bruno, Leroy Patricia, Dieu Jean-François, Bonel Charline qui a donné pouvoir à Madame Calampo Munoz, Stéphane Simon, Estrada Calivalisane qui a donné pouvoir à Madame Dardier, Falcon Bubuka Chantal, Dardé Pascaline, Boudard Nicolas, Aspa Didier, Doula Taïssa, Vendrian Mérimé et Foucault Gilles. Présent. Vous avez la place. Avant de commencer, je vais demander aussi une secrétaire des salles. Je crois que Roger, tu m'as dit que c'était Emmanuel. Voilà. Je suis à Spa. Donc, je fais passer la feuille élargement. Alors, avant de commencer le conseil municipal, j'aimerais nous mettions à l'honneur les 18 jeunes du conseil municipal de la ville de Metz qui, pour leur engagement de 2 ans, ont reçu le prix départemental du civisme au palais des congrès du Cap-d'Agde ce samedi. Et donc, je tenais à les féliciter, mais avant toute chose, je tenais à laisser la parole à M. Hervé Bouffinier, qui est délégué à la jeunesse et au conseil municipal des jeunes, qui va nous détailler cette action et le travail qui a été fait par les jeunes du conseil municipal. Bonjour à tous. Alors, j'ai tenu effectivement à ce que ces jeunes conseillers soient présents au conseil municipal des Grands, tout simplement parce que le prix du civisme, c'est quelque chose de très important. Je pense que samedi, de par leur engagement, ils ont vu à quel point, en fin de compte, c'était quelque chose de très méritant d'avoir eu cet honneur. On avait quand même 4 heures de cérémonie. Vous avez vu pas mal de gens, en fin de compte, qui ont fait des engagements, en fin de compte, auprès de vis-à-vis de la citoyenneté, vis-à-vis du sauvetage, et ainsi de suite. Et vous avez vu à quel point toutes les actions que vous avez menées pendant 2 ans ont été, en fin de compte, des engagements très forts vis-à-vis des jeunes Mézois, et même des personnes plus âgées à Metz, puisque vous avez plusieurs fois participé à la fête de l'EHPAD, et ainsi de suite. Donc j'ai été très fier, en fin de compte, de voir ce prix du civisme être décerné. Je pense que vous-même, vous en avez eu, en fin de compte, chaud au cœur, et tant mieux. Et je vais tenir à remercier Florian Sanson, qui est l'animateur du conseil municipal des jeunes, ainsi que les parents qui sont présents au fond, parce que sans les parents, il n'y aurait pas, en fin de compte, de conseillers municipaux jeunes, parce qu'il faut les emmener, il faut les ramener, et ainsi de suite. Donc merci à eux, et puis une belle slave d'applaudissements pour eux. Et dépêchez-vous de la dire que la quelques années, on les même remplacer.
Bon, alors on va démarrer l'ordre du jour sur la question numéro 2. Vous avez sur le récapitulatif des décisions que j'ai prises. Y a-t-il des questions sur ces... Monsieur Focas. Petite question sur les caméras de vidéosurveillance. Combien ça concerne? À quel endroit éventuellement? Je ne sais pas si vous avez l'information. Non, les endroits, on les dit. Effectivement, on renforce cette année le dispositif de vidéosurveillance. Sur un point qui nous manquait pour la lecture des plaques d'immatriculation, qui était la route de Villeverac à hauteur de la déchetterie. Donc là, il y a un aspect technique parce qu'il faut mettre, donc c'est sur l'emprise département et la déchetterie à l'eau, donc il y avait des difficultés techniques, mais bon, ça va se réaliser. On aura en accroissement de caméras, une caméra sur le parking des tonneliers, côté boule, qui prendra la partie extension du parking. Tambourin, pardon. Une troisième caméra qui sera à l'entrée côté parking, sortie du parking de Carrefour Market, à l'entrée de ville. Parce qu'on en avait une en sortie, on n'en avait pas une qui filmait les entrées. Donc voilà pour les caméras. Et une caméra mobile qui nous permettra éventuellement en fonction, alors là c'est pas la caméra de chasse, mais c'est une vraie caméra avec un support solaire, donc qui permet de faire de la vraie vidéo surveillance et qui nous permettra de la déplacer en fonction des points qui seront sensibles dans la Donc avec les caméras, c'est vrai qu'on a toutes les entrées de ville, c'est vrai qu'on a une entrée de Villeverac, et ces caméras nous permettent de détecter les plaques des voitures, et ça nous a permis par exemple la semaine dernière de faire interpeller un gars qui était recherché en France pour arracher les colliers aux dames notamment. Notamment, il y a le maire d'un conseil municipal qui a été agressé sur la place de la mairie et on est arrivé à l'interpeller. Il a été arrêté à Aix-en-Provence la semaine dernière. Grâce justement à une plaque sur laquelle on a pu relever le numéro, il a identifié la voiture et il a laissé un appel à cette gendarme. Voilà. Parce que le sujet, la police municipale a fait un super travail et je peux vous dire que la grosse majorité des interpellations et les délits qui sont, on va dire, solutionnés par la gendarmerie et viennent en grande partie du travail de la police municipale, parce que le travail des caméras, on a un super travail. Après, bon, on n'en parle pas trop, c'est pas non plus de dire. Bonjour, monsieur Douat. C'est vrai que ça n'a pas trop non plus d'évolution, mais voilà, et puis la caméra, comme le disait Séraphin, cette caméra mobile va nous permettre, surtout les gens qui commettent des difficultés dans certains points de neige, où on pourra, notamment maintenant avec l'achat de la nacelle que nous avons avec le service logistique notamment, ça nous permettra de l'installer rapidement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Aucune. Alors je passe à la question numéro 3. Finances, c'est le budget annexe du port, décision modificative numéro 2. Je laisse la parole à M. Nicolas Chéreau. Merci, monsieur le maire. Afin de rectifier une erreur de facturation, il convient d'apporter des ajustements suivants et d'inscrire. En dépense, chapitre 67, charges exceptionnelles, plus 306 € au compte 673, titres annulés. Et en recette, la somme de 306 € au chapitre 78, reprise sur amortissement, dépréciation et prévision. Le détail de cette décision modificative a été joint à l'ordre du jour. Il est demandé au conseil municipal de bien approuver cette DME. Y a-t-il des questions?
Aucune, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 4, c'est le lancement de l'appel d'offres ouvert pour le renouvellement des assurances du groupement de commandes de vie de Metz et CSAS. Et je laisse la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire. Bien, mesdames, chers collègues et messieurs. Il faut se rappeler que les contrats d'assurance de la ville de Metz et du CCAS arriveront à leur terme le 31 décembre 2024. Alors, il convient donc de les renouveler et de lancer un appel d'offres ouvert. Et pour cela, dans le cadre de la convention du groupement de commandes entre la ville de Metz et le CCAS, qui date du 20 octobre 2016, il vient d'abord autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager la procédure de mise en concurrence réglementaire en vigueur et ensuite à l'autoriser à signer tous les documents afférents. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. C'est bon, vous avez arrêté les téléphones. Alors la question numéro 5, c'est les commandes publiques, c'est la délégation de services publics village Club Talassa, rapport 2023. Je laisse la parole à M. Jacques-Christophe Dadillo. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous et toutes. Vous avez reçu normalement avec l'ordre du jour le rapport annuel sur la gestion du village Club Talassa pour 2023. On l'a passé en commission législative des services publics locaux le 5 juillet, le mois dernier. On voit sur une année d'exploitation réduite que le chiffre d'affaires en gros se maintient. Et sur le même chiffre d'affaires que d'habitude, en fait, on a une perte. Mais la perte est enregistrée et due à la clôture de la dernière DSP où on avait, souvenez-vous, des problèmes de biens qui n'étaient pas amortis, des biens non amortis. Donc on avait fait le travail de mairie pour une partie, et l'autre partie a été faite par le conseil d'administration à Saint-Laurent, qui a enregistré une somme de 135 euros, je ne sais pas si c'est mémoire, mais au titre des biens non amortis, pour permettre de solder totalement l'ancienne DSP. Voilà, donc en gros, il n'y a pas eu d'événement particulier. Est-ce que vous avez des questions en commission DSP, on l'a traité un petit peu dans le détail, mais si vous avez des questions, on peut y répondre tout de suite. Bon, il n'y a pas de questions, donc je mets du droite. Alors, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Alors, la question numéro 6, la commande publique, c'est le lancement de l'appel d'offres ouvert pour la location et la maintenance de véhicules automobiles et poids lourds neufs du groupement de commandes de la ville de Metz et du CCAS. Donc, les contrats de location et maintenance des véhicules automobiles et poids lourds neufs de la ville de Metz arriveront à leur terme le 19 décembre 2024. Donc, de renouveler et de lancer un nouvel appel d'offres. Donc, il faut autoriser Monsieur le maire, son représentant, à engager la procédure de mise en concurrence réglementaire en vigueur et autoriser à signer tout document afférent. Y a-t-il des questions? Monsieur Foucasse. Oui, on en a déjà discuté à plusieurs reprises, notamment quand on a fait le premier contrat. On avait parlé de bien regarder par rapport à ce qui était fait avant, parce que c'était pas totalement efficient, et je pense que sur certains véhicules, on a perdu de l'argent. Une question aussi sur les restitutions. Voilà, si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Merci. Oui, pour vous répondre, vous avez entièrement raison. On a fait l'état des lieux aussi pour savoir, de mutualiser aussi certains véhicules, hein, mais pas trop, parce que bon, il y a pas mal de véhicules sur la commune. On a à peu près 5-6 véhicules sur lesquels on pouvait se séparer aussi. Hein.
Voilà, parce que essayer de mutualiser. Bon, des fois, il y a des services comme qui ont besoin juste de quelques heures, donc on essaie voilà, de réduire le parc. Mais bon, on regarde sur la location, mais on regarde aussi, pourquoi pas sur le location, on a plusieurs pistes sur l'achat, il y a Evo Énergie aussi qui propose aussi sur des électriques. Donc voilà, on a plusieurs pistes sur lesquelles on va essayer de trouver la meilleure solution et le meilleur rapport aussi par rapport pour la commune. Voilà. Oui, parce que Voilà, tout l'appel d'offres. la location est pas toujours judicieuse en fonction de l'utilisation, Bien sûr. etc. Donc en théorie, il y aura, le parc en location sera moins gros que ce qu'il était. Oui, parce qu'on avait fait travailler Marine Raoult, justement, de voir avec les services, de faire l'état des lieux de chaque service et de voir le nombre de véhicules, l'utilité qu'ils en avaient, voir aussi peut-être des véhicules un peu plus spécialisés sur je sais pas, des véhicules pour transporter des denrées alimentaires. Voilà, on essaie de mutualiser les services et de mutualiser le parc automobile. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 7, c'est les ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Je laisse la parole à M. Séraphin. Comme pratiquement à toutes les séances du conseil municipal, on a une délibération sur le tableau des effectifs. En l'occurrence, il s'agit là de créer un poste sur le départ d'un agent du service de périscolarité. Et donc on anticipe son remplacement, son poste effectivement dès le départ à la retraite sera supprimé, de créer un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Donc il sera pourvu par mouvement interne. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification du tableau des effectifs tel qu'il est prévu en index et de donner le pouvoir à M. le maire pour signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 8, c'est foncier, c'est l'intégration des voies de la résidence première ligne dans le domaine public communal. Et je laisse la parole à M. Jean-Christophe Dabigo. Merci, M. le maire. Donc, pour ce qui est de cette délibération, en fait, on ne la pensait pas nécessaire, puisqu'il y avait déjà une convention qui avait été signée par M. Fricou avec le promoteur et la SCI de Jardin d'Harmonie. Cette convention, le problème, c'est qu'elle n'était pas valable, puisqu'elle n'était jamais passée au conseil municipal. C'est-à-dire que c'est une compétence exclusive du conseil municipal. Et là, la convention a été signée directement entre le maire et l'aménageur, ce qui n'a pas permis au notaire à qui on a envoyé le dossier pour la régularisation et l'intégration de domaine public de faire son travail. Et le notaire nous a dit que moi, tant que je n'ai pas une délibération de l'autorité compétente, je ne vous intégrerai pas ces normes. Voilà pourquoi vous avez cette délibération sur la table. Donc, on est sur les parcelles CZ 357 pour 1276 m². C'est une partie de la rue de Mansa. Et la CZ 348 pour 393 m², le long de la rue des Frères. Voilà. Donc, vous avez un plan annexé. C'est les parties jaunes qui sont sur le plan que vous avez reçu. Hein. Voilà. Donc, ça permettra de régler cet aspect-là d'intégration dans le domaine public et de finir ce qu'on avait promis de faire sur le quartier du Moulin. Hein. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser M. le maire à signer les actes d'intégration qui seront à venir, une fois que le Conseil aura décidé lui-même d'intégrer. C'est la discussion ce soir. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie.
La question numéro 9, c'est urbanisme, convention de mise à disposition de l'application LUCA. Et je laisse à nouveau la parole à M. Jean-Christophe David. Merci, M. le maire. Donc, l'application LUCA, en fait, c'est un système informatique que la DDTM, donc c'est les services de l'État, ont mis en place d'abord en expérimentation des Pyrénées-Orientales, et puis ensuite qu'ils ont établi et qu'ils espèrent étendre dans toute la France. Donc, il s'agit d'un système informatique qui permet de suivre les procédures d'une constatation, c'est-à-dire d'un procès verbal, jusqu'à la suite judiciaire finale de ces procédures. Voilà. Alors c'est un système que l'État fait fonctionner en interne, mais qui met à disposition des collectivités qui ont signé la charte de la canalisation et qui s'engagent à s'en servir sous réserve, bien entendu, de discrétion, on va dire, et de secret professionnel. Voilà. C'est pour ça que dans la convention qui vous est proposée, vous avez la désignation de ce que c'est et la nomination des agents qui sont formés, les agents municipaux qui sont formés sur le logiciel du CAP par les agents de l'État. Voilà. Donc ça permettra de mener des procédures et ça c'est important puisqu'on s'est doté d'un dispositif d'astreinte que l'on peut mettre en place pour les problèmes d'urbanisme, on en avait parlé, mais ce dispositif ne peut être mis en place que quand on a un procès verbal en mode uniforme et une transmission au service de l'État en mode uniforme. Donc l'application LUCA garantit que la forme du procès verbal sera la bonne et que le suivi sera le bon aussi. C'est ce qu'on vous propose. Ça nous permet aujourd'hui, on a des agents qui ont déjà commencé la formation. Il y a M. José Sanchez, M. Wilfried Mac, chef de la police municipale, M. Sébastien Levas, policier municipal, Mme Anne Legault et Mme Stéphanie Viala. Donc ça, ce sont les agents aujourd'hui qui sont habilités à rentrer avec un code sur le logiciel du CAP et qui travaillent en direct avec la DDTM. Y a-t-il des questions? Monsieur Astar. Oui, bonsoir à tous. Je dirais que c'est très intéressant, surtout pour la canalisation. Donc je profite pour demander qu'en est-il du dossier de ce petit groupement de caravanes, même de bateaux, qui a après, quand on suit le lagunage, qu'on tourne à gauche, en haut là sur la gauche. Alors, ce dossier fait partie des procès-verbaux qui ont été dressés il y a plusieurs années. Donc c'était sous l'égide de l'ancienne municipalité, comme procès-verbal avait été dressé. Il est parti en justice et maintenant on attend. C'est justement pour ça qu'on a changé de système et qu'on veut passer sur le système d'astreinte. Parce que là, une fois que le procès-verbal est dressé et que c'est transmis au procureur de la République, ça n'est plus du tout dans les mains municipales. Et donc, une fois que le PV est dressé, tant que le procureur de la République ne poursuit pas et ne met pas lors d'une session de justice en pénal l'affaire, nous, on attend. Donc ça fait partie des dossiers qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice. D'accord. Et on ne peut pas maintenant relancer, voir si le dossier n'est pas coincé quelque part. Alors, quand vous relancez la justice, je ne sais pas comment vous faites. Nous, on ne sait pas faire. Non, ce qu'il faut enregistrer, c'est que c'est la voie la plus longue. Ça peut prendre 5 ans. Donc 3 à 5 ans. Donc ce qu'il faut, c'est changer le système, justement. C'est ce qu'on a fait en votant le système d'astreinte et en pouvant avoir une intervention qui est administrative et non pas judiciaire. Et le système d'astreinte nous permettra de ne pas attendre d'être dans cette conformation-là. Aujourd'hui, vous avez un tas d'affaires qui sont traitées par la justice, mais la justice est encombrée au maximum. Donc, entre le moment où les services de la DTM transmettent au procureur de la République et le moment où le procureur de la République peut très bien ne pas poursuivre, déjà. Et le moment où il va poursuivre, c'est 2 ans et demi, 3 ans, en moyenne. Si le gars fait appel, on est à 5 ans, 5, 6 ans. Il faut le savoir. Donc là, aujourd'hui, vous avez su qu'il y a eu beaucoup de contrôles dans le territoire. Hein. On est à 76 visites de terrain sur ces derniers mois, on va dire. Il y a une quarantaine de procès-verbaux et de procédures qui sont en cours. Et on pourra voir au niveau des PV, une fois qu'on aura accès à l'UCA, justement, là où on peut partir en astreinte. Parce que dans le cas d'un procès verbal constaté, transmis,
la justice fera son boulot, mais nous, on peut se saisir de ça et mettre une mise en demeure de rétablir, sous astreinte administrative. On laisse un délai, bon, soit le gars, mettons, enlève sa caravane, hein, ça s'arrête, soit on fait prononcer une astreinte, mais sans passer par le juge. On fait prononcer une astreinte par arrêté municipal de tant d'euros par jour. Et ça s'accumule et c'est le percepteur qui va chercher les sous. Donc c'est plus du tout la même. Il y a des gens qui aujourd'hui savent qu'ils ont un délai de condamnation de 3 à 5 ans, ils s'en foutent complètement, ils vont rester jusqu'à la condamnation. Et quand ils arrivent à la condamnation, ben, ils sont condamnés à quoi? À la remise en état. Donc c'est un problème, hein, la sanction de l'organisation. Alors, de temps en temps, il y a des grands rencontres médiatiques avec des émissions par-ci par-là, etc. Hein, ça arrive de temps en temps. Mais nous, on a fait 76 contrôles, si on laisse, on peut en faire 300 si on veut. Là, DDTM a déclenché avec son logiciel 76 contrôles, mais je vous garantis qu'il y en a d'autres. Monsieur Watt. Et l'astreinte, elle dépend de quels paramètres Alors, on a voté en conseil des tarifs suivant les infractions. Donc, reprenez notre délibération, vous aurez il y a l'appréciation du maire de savoir dans quel cas de figure on est l'astreinte. L'astreinte n'interviendra que si la personne ne remet pas en état. La première démarche, c'est de dire à la personne remettez en état. C'est-à-dire démolissez votre mur ou enlevez votre caravane, enlevez votre mobile. Et vous avez un délai qui est demandé aux gens, souvent c'est 2-3 mois. Et c'est au bout du délai, quand on va reconstater que rien n'a été fait et que l'infraction perdure, que là l'astreinte risque de tomber. Mais ça évite d'avoir des situations humaines très 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 compliquées qu'on découvre nous aujourd'hui, avec des gens qui ont été condamnés en 2014 et qui vont se retrouver dehors peut-être, parce que c'est pas appliqué, parce que mais aujourd'hui, du jour au lendemain, si on les met dehors, oui, on sait. Donc on a aussi ce motif de passer aux astreintes, c'est aussi pour éviter des situations gérables. Il y a des gens qui investissent beaucoup aussi, il y a des entreprises qui s'installent dans des endroits illégaux, on leur dirait 2-3 ans, ils se développent, et après, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'ils doivent partir. Quoi. Donc il vaut mieux intervenir tout de suite. Alors ce qu'on fait, c'est plutôt des préemptions de terrain au niveau des ventes, et sur des installations anciennes, la STAG, c'est un bon système. Et ce logiciel nous permet de savoir exactement s'il y a eu infraction, s'il y a eu PV, s'il y a eu remise en état ou pas, et d'intervenir à la fin dans l'action. Parce que sur les préemptions, c'est pas beaucoup d'amis, hein, parce que vous savez, quand les gens vendent des terrains zone naturelle ou agricole à des prix où ils vendent ça en terrain de loisirs, ce qui n'existe pas, hein, vous allez sur Internet, c'est des terrains de loisirs à vendre, voilà. Hein. Et bon, le problème, c'est que c'est des prix très très élevés, et quand on préempte au prix des domaines et au prix de la valeur réelle de la terre. Donc c'est sûr qu'il y a un manque à gagner pour celui qui va le terrain. Après, pour en revenir à ce campement, il y en avait un il y a quelques années en arrière de l'autre côté, il a fallu quand même un laps de temps avant d'arriver à le faire partir. Il part. Moi je reçois régulièrement des endroits où je reçois des gens qui viennent me voir, oui, on est obligé de partir, ben oui, voilà. Bon, après, comme disait Jacques-Christophe, on tombe des fois sur vraiment du social, des gens qui sont âgés, qui sont dans une caravane, qui n'ont pas d'autre endroit pour partir maintenant. Là, il faut aussi, il y a des trucs à gérer qui sont assez compliqués. Mais bon, on essaie, c'est pour ça qu'on évite, quand on dit aux gens, non, ne mettez pas une caravane, vous allez avoir des soucis, surtout que maintenant, ça va vite. On a des DTM, je veux dire, chaque année, on reçoit des photos. J'ai eu une information de la semaine dernière, le logiciel de contrôle aérien de la DDTM, qui s'appelle le logiciel Aigle, il passait tous les 3 ans. Et là, il passait 1 an. À partir de l'an prochain, il passe tous les 3 mois. Donc, on va avoir une alerte beaucoup plus vite. Dès qu'il va y avoir quelque chose qui sera détecté par satellite, ça va sortir tous les 3 mois. Donc, on aura un contrôle de la DDTM beaucoup plus restreint que ce qui était avant. Ça correspond à une volonté de l'État qui a laissé faire et qui a laissé aussi aux municipalités le pouvoir de faire. Je vous rappelle que la lutte contre la carbonisation, la mairie de Metz a signé en 2014.
les engagements qui ont été pris auprès de l'État pour lutter contre la câblisation, ils datent de 2014. C'est pas nous qui avons dit ça. Hein. Et l'État, il y a quelque temps, a fait un check-up en disant mais qu'est-ce que vous avez fait? Oui, mais si on a utilisé le verbe absoluté, ça veut dire que c'est difficile, c'est pas évident. Non, mais c'est très difficile. Mais si vous prenez un engagement vis-à-vis de l'État de faire et que vous ne le faites pas, on se retrouve dans la situation actuelle où ça déboule d'un coup. Après, toujours pareil aussi, moi je me retrouve confronté aussi à des gens qui te disent ben, nous on a été contrôlés, on a eu une procédure, et puis mon voisin, on lui a rien dit, on l'a laissé faire. Voilà, toi c'est ce que j'ai dit, j'en parlais l'autre jour au sous-préfet, je lui ai dit sur les installations notamment des gens du voyage, parce que c'est vrai qu'ils se sédentarisent de plus en plus. J'ai dit, moi je me vois mal parce que ça m'est arrivé. Il y a un gars on m'a dit, ouais, il faut que tu arrives avec ta caravane. Une semaine après, il avait levé la caravane. Sauf qu'à côté de lui, il est venu s'installer déjà du voyage et il me dit, moi, on m'a fait partir et eux, ils sont encore là. Voilà. Donc, c'est ce que je dis au préfet, c'est qu'à un moment donné, il faut que la loi s'applique à tout le monde. Pas seulement à certaines personnes. Il n'y a pas d'autres observations. Bon, je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 10, finance, c'est la tarification des spectacles et événements culturels pour la saison 2024-2025. Je laisse la parole à M. Philippe. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Lors de la séance du 17 juin dernier, le conseil municipal a voté les tarifs des manifestations culturelles à compter du 1er septembre 2024. Et comme pour des raisons de lisibilité, il n'était pas très complet, donc on a décidé de faire passer ces nouveaux tarifs. Certains tarifs ont été rajoutés pour une meilleure lisibilité. Ils ont été repris dans leur intégralité dans le projet de délibération présenté. Donc vous avez ce projet de délibération avec les tarifs. Alors ça concernait les seuls changements qui sont concernés vraiment, c'est l'abonnement 3 spectacles tarif plein, 27 €, puis 9 € par spectacle supplémentaire, et un abonnement de 3 spectacles à tarif réduit à 24 €, puis 8 € par spectacle supplémentaire. Voilà, donc en fait, et là vous avez la totalité de tous les tarifs qui sont au niveau du spectacle vivant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Pas de questions, donc je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 11, c'est l'objet, c'est les affaires culturelles, c'est la modification du tarif du cinéma. Je laisse la parole à M. Donc, dans notre volonté de mettre la culture à portée de tout le monde, nous avons, et pour des raisons aussi de billetterie et de régie financière, on a décidé d'augmenter certains tarifs du cinéma et d'en laisser d'autres là où vous étiez. Donc vous avez la grille totale des tarifs, à savoir donc, les tarifs pleins ont été augmentés de 50 centimes. Parce qu'on avait en plus des problèmes de monnaie pour les gens qui payent en liquide. Tout simplement, on avait des problèmes de pièces de 50 centimes. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est absolument ne pas changer les tarifs d'abonnement pour fidéliser toutes les personnes qui tiennent au cinéma et de favoriser d'autres personnes. Et là, on a vu depuis 2023 qu'il y avait une nette progression des cartes d'abonnement, et ce qui permet vraiment d'avoir des tarifs absolument imbattables, puisqu'on a des tarifs à 5 € pour un cinéma qui est quand même... Y a-t-il des questions? Monsieur Asper. Oui, bon, ça fait un peu rire. J'ai envie de dire, c'est un peu rigolo de dire qu'on a des problèmes de monnaie. Et donc on augmente à ce moment-là, mettons 10 € et on n'aura pas de monnaie, c'est beaucoup plus simple. Non, mais... Donc c'est voilà, prendre là-dessus notre groupe. Non, ce n'est pas ce qui a favorisé notre choix. C'est simplement que les tarifs n'avaient pas été augmentés depuis un certain temps.
et que nous, on veut, il faut qu'on rattrape, parce que le prix des films aujourd'hui augmente, l'électricité a augmenté, en fait, toutes les charges augmentent, et les prix n'augmentent pas. Nous, ce qu'on a voulu, c'est maintenir ces abonnements et augmenter un petit peu. Alors, effectivement, c'est une petite augmentation, mais qui favorise, finalement, qui pénalise plutôt les gens qui seraient à l'extérieur, qui ne viennent pas souvent au cinéma. Voilà, ça les pénalise de 50 centimes par place. On reste, alors, pour vous dire aussi, avant de faire cette augmentation, j'ai demandé à Eva, donc la responsable du cinéma, qu'elle fasse le tour de tous les cinémas du bassin de Pau, de façon à ce qu'on s'aligne sur ces tarifs. Donc on est parfaitement aligné sur ce tarif, et on est moins cher sur les abonnements. Voilà. Alors, je suis d'accord avec vous, la justification de la monnaie, c'est pas très... C'est pas élégant. C'est pas élégant. On est OK là-dessus. Y a-t-il d'autres remarques? Après, c'est vrai que pour les personnes qui sont des habitués du cinéma, prendre un abonnement à 50 € où tu as des petits tickets, ça te revient finalement à 5 € la séance, franchement, oui, en plus c'est pas nominatif, donc ça peut servir, 5 € la place, je crois qu'il n'y a pas de C'est pas limité dans le temps. Voilà, et c'est pas limité à le temps. D'ailleurs, si vous voulez faire des placements, prenez les médailles, vous avez pour l'examen, vous avez fait un bon placement. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient. D'accord. Vous avez, il y a pouvoir juste. Oui. Pouvoir. Donc 4 voix. Et qui est pour? Vous avez le pouvoir, monsieur Raspa? Non, vous êtes 4. Hein. Tous les deux et madame Dardet qui a le pouvoir, ça fait 4. Donc, et qui est pour, hein, tout le monde. Voilà. Nous avons pas fini l'ordre du jour, juste il y avait des questions diverses. Tout d'abord, je voulais que Mme Galibert, qui était pas là au dernier conseil municipal, n'a pas pu répondre à Mme Estrada. Mme Estrada n'est pas là, mais une fois passer le bilan du fonds départemental qui est aux jeunes. Voilà, parce qu'elle avait posé la question, et comme c'est un dossier qui est suivi par Annie Galibert, je laisse à Annie Galibert de répondre et on lui transmettra en écrit les éléments. Merci, monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous. Alors, pour être un peu plus précis, donc, dans le bilan financier, en 2023, avec une enveloppe toujours de 10 500 €, le réalisé était de 8 897, mais avec une enveloppe d'être individualisée plus petite et des actions collectives un peu plus importantes. Donc, pour les aides individualisées, 3 750 €. On a commencé l'année en janvier avec 7 demandes. Et après, au cours de l'année, les demandes ont été moindres, ce qui nous a permis de partir sur 2 projets, 2 actions collectives. Donc, une action Jazames, que nous connaissons bien, qui est toujours très intéressante, qui a concerné 8 jeunes pour un montant de 1 500 €. Et le sentier botanique, qui a vraiment été très intéressant aussi, qui a coûté 3 647 € et qui a concerné 7 jeunes. Voilà. En ce qui concerne les aides financières individuelles, il y a eu 3 aides à la subsistance, une seule demande pour une formation et 4 aides pour le logement et l'hébergement. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, voilà. Vous avez d'autres questions? Profitez-en, Annie, qui vous répondra. Sinon, on fera passer le compteur à lieu. On l'enverra à Mme Estrada, parce que c'était elle qui était concernée par cette réponse. Ensuite, je voulais qu'on aborde la convention de délégation de la compétence eau potable et je vais sur le 3 sur le sujet actuellement avec
M. Dalbigo, M. Graine. Je vais laisser la parole à M. Jacques-Christophe Dalbigo, qui va vous expliquer un peu l'avenir, enfin, le budget de l'eau. Oui, alors depuis qu'il avait été proposé une augmentation de 30% du tarif de l'eau à Bèze, on avait réagi de façon assez abrupte et on avait voté, enfin, les élus de Bèze avaient voté contre, certains en tout cas, puisqu'il nous semblait que 30% de tarif, c'est énorme, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc, et on ne voyait pas ce qui pouvait se passer. Donc on a eu des réunions avec l'AGLO qui a accepté de discuter, bien entendu. On a eu plusieurs rencontres et des échanges de documents dans le but de mettre en œuvre une gestion par la ville de Metz pour le compte de l'AGLO de la régie actuellement communautaire de cette agglomération méditerranée. Donc, c'est assez compliqué à faire, mais c'est faisable, puisque Frontignan, Malaruc ont un syndicat qui gère leur territoire pour la distribution de l'eau pour le compte de l'AGLO, par convention. Donc, on a fait cette demande. L'AGLO nous a donné tous les documents que nous avons demandés. Hein. En gros, on a eu là-dessus un bon dialogue avec tous les services techniques, services financiers, services RH. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver à avoir une convention de gestion où cette agglomération méditerranée, qui est la seule autorité qui a la compétence sur l'eau, accepte de nous déléguer la gestion sur le territoire. Voilà. Ça sera sous la surveillance et les votes finaux, notamment sur les tarifs, passeront au conseil communautaire. Il faut le savoir. C'est incontournable, hein. Ça n'existe pas, ça, puisque la compétence sur l'eau, elle appartient aux agglomérations. Mais on aura un mode de gestion local en régie qui permettra de savoir combien ça coûte. Ben, s'il faut compter, on le comptera, hein, pas de secret. Mais de là à passer à 30% d'augmentation simplement pour harmoniser les tarifs sur le territoire de cette agglomération méditerranée, d'après les premiers éléments qu'on a, on en sera très loin. C'est vrai qu'en étudiant les éléments qu'on nous a transmis, on estime aujourd'hui qu'il n'y avait pas matière à augmenter de 30% pour garantir l'avenir de la régie de l'eau de Metz. Voilà. Donc, la problématique sur laquelle on est aujourd'hui, c'est que pour obtenir au 1er janvier 2025 une convention de gestion, il faut décider cet été-là et organiser les services, transférer le personnel, transférer les logiciels, former la compta, désigner les personnes. Tout ça sans avoir de DGS en poste, donc honnêtement, c'est pas faisable. Donc, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de travailler sur une date du 1er janvier 2026, qui nous permet d'affiner toutes les conditions nécessaires à un transfert valable, sans mauvaise surprise. Je vous rappelle que quand ça s'est fait à l'envers, c'est-à-dire quand le service de l'eau de Metz a intégré l'AGLO, ça a coûté 2 millions d'euros aux contribuables des eaux quand même. Parce que ça n'avait pas été pris à temps et ça n'avait pas du tout été prévu comme ça aurait dû être, puisque la loi était très claire, ça devait basculer. Donc là, il ne s'agit pas non plus de se précipiter pour faire n'importe quoi et de se retrouver avec une gestion qu'on n'est pas capable d'assumer. Il s'agit de travailler sur le long terme. L'enjeu, c'est la gestion publique de l'eau sur la ville de Metz. Ce n'est pas un petit enjeu, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas se couper. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, si elle est publique, elle est transparente, ça se passera ici. Ça se passera ici. Donc l'enjeu, c'est ça. Donc ce qu'on propose, c'est de travailler sur la date du 1er janvier 2026. Ça nous laisse l'organisation des services de la ville à cadrer, l'affinage de tout ce qu'il faudra faire pour démarrer dans de bonnes conditions. À titre d'exemple, on reprend au 1er janvier 2026. Les premiers mois, on n'a pas de facturation, mais on va payer les agents, on va acheter des fournitures, etc. Donc il y aura une avance du budget principal au budget annexe de l'eau, en attendant la première facturation. Donc ce n'est pas des choses qui s'inventent comme ça. Donc nous, on est persuadés que la gestion locale nous garantira que le prix de l'eau correspondra au coût de l'eau, pas autre chose. Je ne vous dis pas que ça va baisser, mais je vous dis que si ça doit augmenter, ça n'augmentera que dans les proportions nécessaires. Voilà.
D'ailleurs, le tarif voté finalement au sein de l'aglo, ça a été moins de 10% d'augmentation. Suite au problème qu'il y a eu. Et le compte administratif voté il n'y a pas longtemps, la semaine dernière à l'aglo, est excédentaire à 300 000 € sur la régie. La régie 7 bases cumulées. Voilà. Donc c'est important de le savoir. J'en ai parlé à la commission consultative des services publics locaux parce que dans la procédure, il est nécessaire c'est un service public local et pas des moindres. Donc on en a parlé vendredi à la commission consultative des services publics locaux et on aura largement le temps d'ici mi-2025 d'en reparler et de vous présenter tous les tenants et les aboutissants. Pour que quand on vote, tout le monde soit bien au courant. Voilà. Donc c'était important de vous préciser. Je voulais rajouter, puisque Jean-Christophe a parlé de l'organisation des services, qu'il a fallu faire un recrutement sur le directeur des nouveaux services propreté et espaces verts, qui vient de la métropole et qui avait en charge d'ailleurs la régie de l'eau. Voilà, donc on va pouvoir s'appuyer sur un recrutement, parce que quand on l'a fait, c'était pas anodin aussi de recruter cette personne, c'est qu'on avait déjà dans l'idée, en tout cas, de pouvoir reprendre la régie de l'eau. Donc on a quand même cette personne qui arrive et qui connaît très très bien comment structurer le service et comment pouvoir l'organiser. Y a-t-il des questions, monsieur Aspar? Oui, je ne veux pas revenir sur le fond du sujet, mais plutôt sur ce qui est dit. J'entends que ça a coûté, quand il y a eu le transfert à l'aglo, ça a coûté à Metz 2 millions d'euros. Dit comme ça fait un peu électrochoc, je dirais, comme ça, là, sans être dans le fond du dossier, je ne sais pas où les auraient trouvés. Ça a coûté 2 millions d'euros, mais peut-être c'est des frais de personnel qui après ont été revirés. Ça paraît un peu gros comme ça, 2 millions d'euros. Alors, c'est tout simplement les sommes que, quand vous faites la facture d'eau, vous encaissez l'eau, mais vous encaissez aussi la surtaxe assainissement et l'agence de l'eau. Regardez votre facture, vous avez eau, assainissement, surtaxe d'eau. À l'époque, les budgets, et j'en avais discuté avec M. Henrique à l'époque, les budgets votés prenaient la recette globale, 2 millions de recettes, et le million qu'il fallait reverser, il n'était pas dans les dépenses. Donc quand ça s'est arrêté, le système, l'aglo a repris le service et le budget principal de la ville de Metz a assumé le retour des sommes vers l'agence de l'eau et de l'assainissement qui n'avaient jamais été versées. Et ça n'a rien à voir avec le personnel. Le personnel à l'époque coûtait 280 000 €. Donc vous voyez qu'on est loin des personnels. Non, c'est vraiment des sommes qui étaient encaissées et considérées comptablement comme des sommes définitivement acquises, alors qu'en fait c'était de l'argent qu'on devait rendre à l'agence de l'eau et à l'assainissement. Et ça, c'est le budget de la ville qui l'a payé. Et vous regardez les courbes d'autofinancement de l'époque, elles ont chuté de 2 millions. Et à l'époque, on avait suffisamment gueulé là-dessus. Oui, vous avez une mémoire courte, parce que quand nous étions au conseil municipal, moi je me rappelle très bien, et je pense que les 8 élus que nous étions aussi, on avait voté contre votre délibération, parce que justement elle coûtait autant aux Mézois, mais comme vous ne nous écoutiez pas, parce que vous deviez penser qu'on était sûrement plus contre vous qu'au contraire pour Metz, eh bien il est arrivé ça, donc on a payé 2 millions d'euros. Voilà. Comme vous ne nous avez pas écouté au sein de votre majorité quand on vous a demandé de ne pas voter à l'augmentation de la ville de Metz. Vous voyez, c'est pareil. De temps en temps, il faut écouter. Moi, ce que je regrette dans cette histoire, c'est que, bizarrement, quand le président de la Calago vient nous proposer de reprendre l'eau à Metz, c'est justement parce qu'il y a eu quand même des tensions au niveau du budget de l'eau, hein, que vous avez voté pour l'augmentation, quand même, ça il faut le rappeler. Il y a eu des grosses tensions. Ils n'avaient jamais été en mesure de nous prouver quoi que ce soit, pourquoi justifier cette augmentation. Alors ce que je sais, c'est que ça c'était dans les cartons depuis longtemps, c'est qu'ils voulaient, on va dire, harmoniser les tarifs, hein, puisque on a toujours eu l'eau la moins chère des 14 communes de cette agropole. Par contre, ils n'ont jamais voulu harmoniser les tranches, puisque comme nous on va de 0 à 80, de 80 à 150, par contre eux ils vont de 0 à 500, c'est-à-dire que vous pouvez remplir
la piscine est au même prix qu'une personne qui fait attention à l'eau. Non, en termes d'économie d'eau, je pense là-dessus, il y a beaucoup à dire. Si on nous le propose à nous, quand même, c'est qu'à l'époque, on aurait pu aussi le conserver. C'est pas beaucoup battu. On l'a, encore une fois, on l'a laissé partir, l'eau, on l'a laissé faire, et on a pris des augmentations, et c'est pas battu. On l'a laissé faire, on a dit, ah ben, oui, le transfert, alors que d'autres communes l'ont gardé. Donc, c'est qu'on a tout, là, on laissait tout partir à l'agglo. Bon, là, on est en train de regarder, bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on voit quand même des anomalies, parce qu'on se rend bien compte que ce budget de l'eau, il y a beaucoup, on va dire que c'est un faux retour, on est avec 7, on se rend compte que sur notre budget, avec tout ce qui a été versé par l'agence de l'eau pour des travaux sur Metz, d'un montant de, je crois, presque 2 millions d'euros, ça n'apparaît pas dans la comptabilité. Par exemple, la partie, la masse salariale, à l'époque, quand on s'en occupait, elle était à 200 000 euros. Là, elle est passée à 400 000, à plus de 400 000. Là, il y a quand même aussi, on va dire, qu'on charge le budget pour justifier le fait qu'il faut augmenter. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, je ne veux pas rentrer non plus en polémique. Mais bon, ça demande des éclaircissements. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus se presser. On sait que le personnel aussi, il y a certaines personnes à reprendre, il y en a plus que ceux qu'il y avait avant. Donc il y a quand même des discussions, on ne peut pas du jour au lendemain dire oui, on reprend, comme dit Jacques-Christophe, sinon on est obligé financièrement aussi de faire l'avance surtout. Donc on va continuer à négocier, voilà. On n'est pas fermé, mais bon, on ne veut pas que, encore une fois, la ville de Metz se retrouve avec, on va dire, avec, ça nous coûte de la sauce, nous coûte plus cher que le poisson. Madame Silva. Oui, je suis assez stupéfaite aujourd'hui qu'ils découvrent que le budget de l'eau a coûté 2 millions d'euros aux maisons. Il faut le rappeler quand même, parce qu'on l'avait dit à l'époque, vous avez quand même, à cette époque-là, avec le budget principal, comblé ce trou. Et donc l'épargne de la ville a été complètement anéantie. Ça aussi, on l'a dit pendant la campagne. Donc c'est assez étonnant aujourd'hui votre réaction, monsieur Asport. Vous avez l'air de découvrir, alors que vous étiez élu, vous l'avez voté, on vous avait alerté, et vous découvrez ça aujourd'hui. Monsieur Foucasse. Oui, bon, c'est un sujet qu'on a évoqué en commission locale des services publics. Il y a un autre problème de gestion qui est celui qu'on a fait un certain nombre d'investissements visiblement qui ont été payés comptant. Si on peut schématiser comme ça, quoi, c'est ce que j'ai compris. Des investissements sur des choses qui sont amortissables, pas confondre l'amortissement de l'emprunt et l'amortissement de l'équipement. Des équipements qui s'amortissent sur au moins 50 ans, 40, 50 ans, et on a payé comptant. Je veux dire, n'importe quel bon père de famille, ici, même si vous avez un peu d'argent, si vous construisez une maison, la plupart du temps, vous faites un. Mais ça peut aussi, le fait d'avoir une telle gestion peut aussi justifier, au moment de présenter les augmentations, la volonté d'augmenter. C'est-à-dire, voilà, il y a des investissements, ça nous a coûté tant, donc il faut qu'on augmente. Donc il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Alors je sais que ce soit la majorité ou moi-même, j'ai eu des remontées, on est toujours contre l'agglo, on est les vilains petits canards. Moi toutes ces histoires, ce qui s'est passé quand j'étais plus conseiller municipal, moi je veux qu'on avance, à la limite, tout ça, moi, si les maisons s'y retrouvent, si la ville de Metz s'y retrouve, il n'y a pas de problème, l'agglo, c'est positif. Mais le problème, c'est que le compte n'y est pas, on le voit bien que le compte n'y est pas. Alors, il faut aussi que les personnes qui gèrent l'agglo acceptent que les élus de la ville de Metz défendent la ville de Metz. Voilà. Et je pense qu'il y a certainement des services dont on ne parle pas qui fonctionnent. Certainement à l'agglo. Mais bon, vous savez comment c'est, l'extrait canal, on n'en parle pas. Mais quand il y a un problème, il faut le gérer, et il ne faut pas avoir peur
C'est bien de ménager les susceptibilités, mais des fois, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on a à dire et d'essayer de faire avancer les choses dans l'intérêt de la commune qu'on représente. Voilà. Je peux préciser que, je répète, qu'on a très bien travaillé avec les services de l'aglo, que ce soit les services finances, les RH, les équipes techniques, on a eu accès à tous les documents, et on a travaillé très très correctement, il n'y a pas de souci là-dessus. Le souci, c'est une vision politique, une vision de gestion. C'est ça le souci. C'est pas un problème. D'ailleurs, nous, si on en parle en commission consultative des services publics locaux, moi j'invite Mme Estrada à venir, parce qu'elle ne vient pas, et c'est notre volonté de. Non, mais ni en commission urbaine, ni en commission agriculture, ni en commission consultative des services publics locaux. Et ça permet de montrer que quand la gestion viendra au conseil municipal, tout le monde aura eu les documents. Et tout le monde aura eu les enjeux. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps et de bien mettre tout sur la table. Donc, moi, je ne veux pas qu'on croie qu'on est contre l'aglo pour le principe d'être contre l'aglo. C'est pas du tout le problème. Le problème, c'est quel est le prix de l'eau à Metz. C'est ça le problème. Combien ça coûte de gérer l'eau sur Metz. Et puis, une fois qu'on aura les idées claires là-dessus, vous aurez les mêmes éléments que nous et on votera tous en notre âme et conscience. Moi, je voulais rajouter qu'on n'était pas contre l'aglo, on était pour une gestion équitable. Ça n'a rien à voir parce que oui, c'est très, très réducteur de dire que la ville de Metz est contre l'aglo. On n'est pas en plus que pour les Mésois, bien sûr, on est sur notre territoire, on est sur l'équité du territoire. Parce que c'est ça, former une aglo. C'est l'équité de tous les territoires qui réunit cette aglo. Donc on n'est pas contre cette, ou on n'est pas contre une aglo, on est pour l'équité, tout simplement. Et la ville de Metz mérite en ce sens l'équité, et notamment sur la problématique de l'eau. Il y a bien sûr d'autres problématiques sur lesquelles nous, les élus, on se bat, et on se bat toujours pareil pour une équité de territoire. Voilà. Je crois que tu peux répondre à ça aux gens qui t'interviennent. Je pense que c'est important qu'on le dise ici. Parce que c'est vite fait d'être caricaturé, donc c'est important qu'on le dise. Là-dessus, on est tous d'accord. Je pense que le problème, il faut pas que déjà se calme. Le problème, c'est que c'est compliqué d'avoir une attitude. Des fois, il y a des choses tu dis bon, tu dis rien parce que tu ne veux pas à chaque fois qu'on te reproche de dire les choses. Hein. Bon, par exemple, jeudi, le cabinet du président a demandé de venir pour signer la convention avec la région. Bien sûr, on a été d'accord, hein, on a mis en contact avec Mme Herrière, justement, pour qu'on puisse signer cette convention. Entre-temps, j'avais fait venir le président un peu avant, je l'ai amené à Paris pour lui montrer l'érosion du parking, due notamment au vent marin sur lequel il y a une grosse érosion. Donc, justement, la GEMAPI que les Mésois payent grassement aussi, et que cette GEMAPI sert aussi à venir à faire des travaux sur la commune. Et en plus, en arrivant, il m'a dit je suis en retard parce que c'est compliqué de venir à Metz. J'ai dit d'où les besoins d'avoir une sortie d'autoroute à Metz et de peut-être se battre un peu plus. Voilà. Et les transports en commun aussi. Voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'aussi on soit dans le fond de l'agglo, où justement, il faut se rendre à l'évidence, c'est que pour venir à Metz, c'est de plus en plus compliqué, on veut y installer de plus en plus de monde, mais malheureusement, je n'invite pas ceux qui travaillent à Montpellier. Bon. Les collectivités supérieures sont censées nous faire avoir des économies d'échelle. Ça, c'est, mais bon, quand je vois l'état des finances de tout le monde, je me dis qu'il va falloir serrer la ceinture à tous les niveaux, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Jean-Christophe voulait donner encore deux informations. Juste deux informations. On a fait une commission d'urbanisme, donc je l'ai montré tout à l'heure, le 13 juin 2024, où on a examiné la modification simplifiée numéro 2 du PLU de la ville. Donc j'en parle parce qu'en fait c'est fait par arrêté municipal qui a été pris le 1er juillet par M. le maire, et ça passe pas en conseil, donc c'est bien que le conseil soit informé quand même. Donc la modification simplifiée numéro 2, c'est pour le secteur du Thalassa et de la caserne d'équipe.
C'est pour pouvoir gérer les projets de réfection du terrassage de côté et de la caserne d'hippodrome. Donc on l'a examiné en commission d'urbain. Il y a une procédure lancée. Le conseil ne sera saisi que vers la fin de la procédure. Mais c'est bien que vous le sachiez, il va y avoir un registre mis à la disposition des gens qui pourront consulter le projet. Et nous, on ne peut pas en parler au conseil avant d'avoir eu la réunion des personnes publiques associées. Les personnes publiques associées, c'est tous les services de l'État, les communes voisines, le conseil général, le conseil régional, etc. Voilà. Donc ça viendra au conseil qu'après cette réunion, qu'on espère cet été, mais plus probablement en septembre. Voilà. Une autre information, il y a un programme de protection des propriétaires qui sont en zone inondable rouge. Ce programme s'appelle Taux à l'abri, en un seul mot, ALEABREI. Vous allez sur le site du syndicat mixte du bassin de Thau et vous tapez Taux à l'abri. Donc c'est un programme qui permet aux propriétaires concernés par les zones rouges d'avoir une étude particulière de leurs biens à protéger, 100% gratuite, donc subventionné en fait, mais pour le propriétaire c'est gratuit, et jusqu'à 80% des travaux de protection, c'est-à-dire bâtard d'eau, clapet anti-retour, etc., 80% de financement sur ces travaux. Donc il faut que les gens le sachent, c'est avoir un bien en zone rouge, c'est une contrainte. Et mais pour la protection de ce bien, il y a des travaux à faire souvent. Et en tout cas, ces travaux en ce moment, grâce au syndicat mixte du bassin de Thau, peuvent être subventionnés à 80% avec une étude complète, individualisée, prise en charge à 100%. Donc, faites passer l'information. Oui, voilà, les informations sur les arrêtés de catastrophes naturelles qu'on avait mis l'année dernière. Donc, le préfet a validé la sécheresse sur la commune de Metz. Donc, si vous avez des problématiques liées à votre habitation liées à la sécheresse, il est temps aujourd'hui de vous rapprocher de vos assureurs. Nous avons l'arrêté à votre disposition sur le site de la ville. Je crois qu'il y a également un communiqué. Donc, ne tardez pas, vous avez quelques jours pour déclarer. Voilà, 30 jours, c'est peu en fait. Donc faites le tour de chez vous, regardez ce qu'il a mis et s'il y a quoi que ce soit, pensez à prévenir vos assurances respectives. Voilà. Oui, pour finir, vous avez raison, M. Foucasse, quand vous dites qu'il faut dire les choses d'habitude de le dire ici, ça c'est entendu, parce que justement, on a parlé de camping par car, et comme ils ont regardé le conseil municipal, justement, ils nous ont écrit qu'ils souhaiteraient rediscuter avec nous pour. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça sert de dire les choses d'un conseil, c'est entendu ailleurs, il y a des gens qui écoutent, et on a certainement écrit, mais en même temps, ils ont vu le conseil municipal, donc voilà, on a une réponse, ils veulent ouvrir les négociations pour les tarifications, comme quoi il y a du bon aussi. Voilà. C'est la soirée commission locale de service public, parce qu'on en a parlé en commission. Ouais. Je pense que la lettre recommandée a aussi fait bouger les choses. Voilà, écoutez, à M. Pilat. Concernant les compétences pédagogiques, puisque nous y sommes, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour parler des transports en commun? Donc, oui, si vous voulez, oui. Tout simplement concernant la fréquence. La ville de Metz, il semblerait qu'elle soit. Pardon. Il semblerait que. Je suis pas au conditionnel, mais je suis pratiquement certain. Que la fréquence est plus petite que celle qui s'effectue entre Ballaruc-les-Bains et Sète et Ballaruc-Carrefour et Sète. Donc le truc, c'est que si on veut, à certains horaires, si on veut se déplacer ou si on doit amener nos enfants sur Sète, eh bien, ou bien donc il nous faut les amener à Ballaruc-Carrefour, ou bien il nous faut aller les chercher ou les amener à Ballaruc-les-Bains. Et concernant aussi Marseillan, qui est bien desservi, je voulais savoir, après je comprends la problématique, hein. Moi-même je m'étais cassé la figure là-dessus, parce que j'avais posé la question lorsque nous étions élus, et je sais que ça coûte une somme faramineuse, hein, d'ouvrir une ligne. Voilà, je voulais savoir si, comme tout à l'heure on parlait d'équité, je voulais savoir si on pouvait être au moins au minimum, au même niveau
fait au minimum. Parce que pour avoir un peu plus, si la ville de Metz pourrait être un peu plus servie entre Metz et Sète. Voilà. Vous savez, Après, si c'est pas possible, c'est pas possible. Vous savez, M. Poulat, justement ça a rapport avec ce que disait M. Focas, on est contre tout, mais pourquoi? Parce que souvent, justement, on s'accroche sur des sujets et le transport en fait partie. Alors, jusqu'à présent, on nous a dit qu'on attendait la création du multimodal à Balaruc, hein, puisqu'il nous disait que jusqu'à présent, la ligne 20, puisque c'est celle qui dessert la ville de Metz, va aller jusqu'à 7, hein, et on nous a dit quand il y aura le multimodal, on fera juste Metz-Balaruc, et ensuite ça doit doubler normalement le service. Pour le moment, c'est pas encore en fonction complètement, mais bon, je vois que le multimodal est terminé. On va à nouveau demander d'avoir cette doublure du réseau, du trafic. Parce que bon, il faut reconnaître, et vous avez raison, il y a des villes qui sont mieux servies. Alors certes, on met en avant que c'est un prix, c'est un peu comme l'histoire de la navette. La navette, Sète-Metz, c'est payant, et puis celle à l'intérieur de Sète, c'est gratuit. Bon, on dit que c'est les parties qui payent la navette. Ça, je viens de l'entendre. Marseillais, c'est pareil, ils sont très bien servis, ils ont même à la plage. Si vous avez l'occasion le soir dans les Lancettes, jusqu'à 11h du soir, il y a des bus qui naviguent les Lancettes. C'est pareil, les bus, c'est aussi cet tableau qui les paye. Donc voilà, là je suis entièrement d'accord avec vous, mais il faudrait que vous preniez la place de M. Boudard au conseil communautaire et que vous, au lieu de coopérer et voter des choses contre la ville de Metz, justement, vous preniez sa place et que vous votiez comme nous d'une semaine en disant que là on n'est pas d'accord sur ce sujet, on ne le vote pas. Alors, je suis intervenu là-dessus parce que il y a des, c'est pas pour moi, hein, c'est pour des adolescents surtout qui sont à Metz et surtout pas dans cette période festive. Et que je dois m'arranger, on s'arrange entre parents pour qui doit aller chercher, à quelle heure, et donc tout ça. Et puis le dimanche, on doit aller les chercher à 7h à Balaruc les veilles, alors que ses copains ou ses copines ils sont transportés de Sète à Marseille sans aucun problème. C'est là où on se dit, bon, après ça va dans tous les sens. Et je vais vous dire, pour les jeunes. Oui, oui. Mais vous voyez, Delphine Agnin s'occupe de l'emploi. Pareil, là, on peut remonter le fait qu'il y a des jeunes qui, justement, l'été, ne peuvent pas aller travailler sur Balaruc, notamment sur le centre commercial, parce qu'il n'y a pas de transport. On l'a fait remonter. Merci. Bon, écoutez, je vous souhaite de passer de belle été. Le prochain conseil municipal sera le 16 septembre. Donc voilà, on va passer un bel été. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas toujours.